Bonjour à tous. Nous allons aborder cette deuxième table ronde proposée par le e-congrès Cœur et Sport. Sur cette table ronde, nous allons aborder les facteurs de risque cardiovasculaire et l'activité physique et sportive. Alors, nous allons modérer, Muriel Bigot et moi-même, trois experts sur ce domaine, trois experts dans les facteurs de risque que nous avons choisis, qui sont les facteurs de risque cardiovasculaire les plus souvent retrouvés chez les patients sportifs. Philippe Sausner de Paris pour nous parler de l'hypertension artérielle, Christophe Hédon pour nous parler de Montpellier, pour nous parler des dyslipidémies, et puis Frédéric Chaguet pour nous parler de Dijon, pour nous parler du tabagisme. Voilà. Donc Philippe, on va commencer avec l'hypertension artérielle, si tu veux bien. On donne la parole. Merci à toutes et tous pour votre invitation et à vous aussi pour votre présence, bien évidemment. Tout d'abord, sport et hypertension artérielle, la plaque habituelle de conflit d'intérêts, même si tout le monde ne sera pas amené à la mettre. Donc, je suis effectivement cardiologue du sport et hypertensiologue. J'ai donc 5 questions concernant le patient hypertendu que l'on peut se poser. Pourquoi l'activité physique doit-elle faire partie de son traitement? Pourquoi celle-ci sera contre-indiquée dans certains cas? Et quels traitements médicamenteux sont à privilégier chez le sportif? Et enfin, quid du profil tensionnel d'effort? Donc nous allons commencer à parcourir tout d'abord pourquoi l'activité physique doit faire partie de son traitement. Eh bien avant tout, l'activité physique est une thérapeutique validée avec un haut niveau de preuve grade A dans un grand nombre de pathologies et en particulier dans l'hypertension artérielle, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, que ce soit au niveau de la pathogenèse, que des symptômes de la maladie, que de la condition physique ou des éléments de qualité de vie et de bien-être. Cet effet antihypertenseur apparaît validé par rapport à d'autres médicaments et à toutes les classes médicamenteuses. Et notamment, vous avez en haut l'effet de l'activité physique, le bénéfice sur la pression artérielle systolique à gauche et diastolique à droite. Et on retrouve ensuite les IEC, les inhibiteurs calciques. Vous voyez que l'activité physique, en tant que thérapeutique antihypertensive, n'a pas à rougir face aux médicaments. Et cette efficacité est validée finalement, quelles que soient ces modalités dans les méta-analyses d'études randomisées, soit en mesure clinique ou en MAPA des 24 heures. Alors, bien évidemment, avec un bénéfice qui va apparaître supérieur pour les exercices en endurance aérobie, tels que la marche, course à pied, vélo, voire la natation, mais également que l'on retrouve dans les exercices dits de musculation, en quelque sorte de résistance, avec une différence selon qu'il s'agisse d'exercices de type isométrique, c'est-à-dire de type posture. On va avoir un exercice musculaire qui n'entraîne pas de mouvement. Typiquement, ça va être la chaise, par exemple, contre un mur, mais ça peut être aussi dans les études par de hand grip, le fait de maintenir en fait une résistance au niveau de la main. On va observer à ce moment-là une baisse de pression artérielle qui va être là aussi tout à fait significative. Vous voyez que dans les exercices en aérobie, on est à 8 mm de mercure de gain sur la systolique et on est en moyenne dans ces méta-analyses à 6 mm de mercure pour la systolique pour les exercices en résistance isométrique. Les exercices en résistance dynamique, c'est la musculation plus classique où là il y a un mouvement contre une charge et là il faut reconnaître que c'est relativement neutre, mais alors qu'on sait que la pression artérielle augmente davantage durant ces exercices, eh bien il faut reconnaître que c'est pas pour autant qu'elle augmente entre ces exercices et selon ces modalités d'entraînement. En MAPA des 24 heures, il y a eu peu d'études en fait avec les autres modalités autres que l'aérobie et là on retrouve un gain en MAPA sur les 24 heures de 4 mm de mercure. Donc une vraie thérapeutique antihypertensive. Alors, pardon. Vas-y. Donc en fait, l'idée phare qui mérite d'être rappelée, c'est que l'activité physique, c'est le premier traitement pour tous les hypertendus, sauf s'ils ont une contre-indication autre, et que ça n'a pas de sens de ne pas mettre ce premier traitement. Exactement, c'est le premier traitement et je vais même au-delà. C'est véritablement pour moi une monothérapie et qui est indispensable quel que soit le profil finalement du patient. Maintenant, on va adapter, de même qu'on adapte un médicament en fonction du profil de patient, on va adapter finalement en fonction du type d'activité physique, en fonction du profil là aussi du patient, mais c'est une monothérapie, je vais vraiment au-delà. Et si je suis hypertendu, je marche 30 minutes par jour, ça me permet de baisser un petit peu ma tension ?
Alors c'est intéressant parce que je marche 30 minutes par jour, oui, pour peu quand même que ce soit à un certain niveau, à un certain rythme, à une certaine intensité. Si on reste sur une intensité faible, le bénéfice sera quand même peu marqué, mais dès qu'on est dans une intensité intermédiaire, et d'autant plus élevée, là oui, on aura un bénéfice antihypertenseur. Bénéfice antihypertenseur qui va être effectivement relativement dose dépendant. Maintenant, l'intensité modérée, on peut la faire avant de consulter son médecin pour peu que l'on n'ait pas de symptômes. C'est-à-dire, on va marcher, marche rapide, jusqu'au seuil de l'essoufflement, mais qui préserve la parole. Ok. Donc, quand on est dans ce niveau d'activité d'endurance, on a déjà un impact prouvé sur les chiffres tensionnels et du coup, on peut imaginer qu'à la consultation, on puisse donner un conseil minimal comme on donne un conseil minimal de sevrage du tabagisme, 30 minutes par jour, en étant un peu essoufflé mais en pouvant parler. Vous aurez déjà un impact sur vos chiffres de tension. Et peut-être qu'on se revoit dans 3 mois et dans 6 mois et que l'activité physique sera dans un premier temps suffisante pour contrôler la maladie. Exactement. Et ce parallèle avec le tabagisme, en fait, on le retrouve là aussi avec le niveau de motivation de la personne dans le cercle de Prochaska. C'est exactement la même chose. Donc, il faut ce mini-conseil. Et puis, si la personne, en fait, on a un échange où on voit qu'elle est davantage prête, pouvoir ensuite l'orienter vers aller plus loin. Ok, dans la deuxième question. Est-il contre-indiqué, notre patient, à la pratique du sport distatique? On en a finalement déjà parlé. On a vu que l'effort en résistance, notamment de nature isométrique, apporte un bénéfice réellement antihypertenseur. Alors bien sûr, la problématique, c'est dès qu'on va sur des efforts contre des charges. À ce moment-là, la pression artérielle va augmenter au moment de l'effort. Alors elle va augmenter d'autant plus que la respiration va être bloquée, l'effort de Valsalva. Et en fait, finalement, il va falloir amener les patients sur un effort de musculation, soit de nature isométrique, soit de nature dynamique contre charge, avec des charges probablement moins lourdes. Et surtout, le point vraiment important, ne pas bloquer la respiration, toujours maintenir un flux respiratoire, y compris que ce soit sur un effort isométrique ou un effort de résistance dynamique. Et les recos européennes, en fait, en 2018, n'inscrivent pas pour autant la pratique d'un exercice en résistance ou statique. Ce n'est uniquement que l'entraînement en aérobie qui est noté. Et puis ça apparaît finalement dans les dernières recos, 2 ans après, où là, en plus de faire par exemple de la marche, 30 minutes, 5 jours sur 7, il est noté également il est recommandé d'avoir 3 séances hebdomadaires de renforcement musculaire. Et plus récemment, donc là aussi toujours sous l'égide de l'ESC, mais avec le groupe de prévention cardiovasculaire, eh bien, il y a eu une mise au point qui a été faite sur les différentes baisses tensionnelles pour ces 3 modalités, en aérobie, en résistance isométrique et en résistance dynamique, et avec, en voyant selon le niveau tensionnel, la préférence pour l'un ou l'autre. Ça me semble un petit peu complexe de l'envisager comme cela, simplement pour illustrer que oui, maintenant, en tout cas, c'est dans les recommandations. Et en fait, ça correspond au message global qui est porté actuellement, qui est dans le conseil d'activité physique, de conseiller aux patients de mixer justement le plus possible une activité dynamique et une activité statique. Et en fait, par rapport à ce que tu viens de dire sur les efforts de résistance, c'est important de garder en tête que même si la tension va monter plus haut pendant la séance, on a quand même l'effet bénéfique sur l'équilibre de la tension en dehors de la séance et l'équilibre au long cours. Exactement. Et en plus, la répétition des séances fait qu'au moment de l'effort lui-même, l'élévation tensionnelle sera moindre là aussi. Donc il y a un vrai bénéfice de l'entraînement. Exactement. Troisième question, notre patient est-il contre-indiqué à certaines pratiques en compétition? Eh bien, notre patient, quand son hypertension artérielle est bien contrôlée, n'est contre-indiqué à aucune pratique de compétition, en dehors bien sûr de la présence d'autres pathologies qui, elles, pourraient apporter certaines limites. Maintenant, si son hypertension, par contre, n'est pas bien contrôlée, là, clairement, les exercices d'intensité élevée seront à éviter en compétition. Et puis, il y a également une limitation qui est envisagée en cas de retentissement de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que là, on est sur une hypertension artérielle sévère, on parle d'atteinte d'organes cibles. Alors, quel type d'activité? Eh bien, sur le tableau
un petit peu mis à jour des dernières recommandations européennes, eh bien on voit que en rouge, vous avez toutes les activités à haute intensité, donc proscrites tant que le contrôle pour les compétitions, tant que le contrôle de l'hypertension n'est pas acquis. Maintenant, le contrôle, vous voyez que la limite, elle est mise à 160 mm de mercure. C'est intéressant cette limite, c'est pas 140 en mesure clinique, c'est 160. Il faut reconnaître que il y a un bénéfice, bien sûr, anti-hypertenseur et il faut là-dessus ne pas, disons, revenir en arrière sous prétexte que l'hypertension n'est pas quand même tout à fait bien contrôlée. Et j'en viens tout simplement sur le bénéfice constaté aussi en cas d'hypertension résistante. Vous avez un patient qui a 3 traitements antihypertenseurs à dose optimale, qui est résistant à son traitement. L'activité physique apporte un bénéfice chez ces patients-là aussi. Donc la limite à 160, elle est intéressante. Il s'agit bien d'une tension artérielle prise au repos. Je sais qu'on va en reparler tout à l'heure dans la dernière question, mais là, c'est 160 au repos. Hein ? Exactement. D'accord. 160 au repos et en mesure clinique au cabinet, avec toutes les limites que celle-ci comporte. Et donc ça veut dire, si on prolonge un peu la question de Jean-Michel, c'est qu'un patient qui est bien équilibré au repos, pour ne pas le contre-indiquer à la compétition, on n'a pas de nécessité de vérifier son profil tensionnel dans son activité sportive? Exactement. Le profil tensionnel d'effort, en fait, ça va être finalement sur la question 5, et on pourra revenir juste avant, clairement ce profil tensionnel d'effort pose plein de questions. Quand on a une réponse tensionnelle élevée, on a envie de réagir là-dessus, mais aussi parce qu'on en a moins l'expérience. On a l'expérience des mesures au repos en situation stressante. Or, à l'effort, ça va monter même encore davantage que des mesures élevées que l'on constate en situation stressante. Par exemple, sur un effort sur tapis roulant, ça va monter jusqu'à 200 mm de mercure, par exemple. Et d'ailleurs, ce cut-off des 200 pour dire, tiens, c'est prédictif d'une hypertension future, ce sont des efforts sur tapis roulant qui sont peu réalisés en France. Mais sur vélo, c'est un effort certes en aérobie, mais aussi il y a une composante concentrique de résistance sur le fait de pédaler. Et à ce moment-là, l'élévation tensionnelle va être importante, 250, 260 mm de mercure. Si tout va bien, on continue l'effort. On ne va effectivement pas l'interrompre à ce moment-là. Maintenant, quelles vont être à ce moment-là les limites? Et une parenthèse aussi, ça pose la problématique aussi de la mesure de tension en elle-même au moment de l'exercice. Hein, donc avec de la faisabilité. De la faisabilité, exactement. Eh bien après, qu'est-ce qu'on en fait? Si tout va bien, si la pression au repos est normale, on n'en fait rien. Et puis si on a un doute, on peut demander une MAPA des 24 heures. Pour revenir à cette tension à 260, il est bien évident que ça dépend aussi du contexte. C'est-à-dire que si le patient, le sujet, est à 400 watts et qu'il fait 260, oui. Par contre, s'il est à 80 watts et qu'il pédale depuis 2 minutes, on est dans un contexte plutôt pathologique, on est d'accord? Exactement. Exactement. Et puis aussi, cela va dépendre de sa pression artérielle de départ, bien sûr. Oui. Et puis finalement, malgré tout, un élément qui peut être intéressant, ça va être la récupération. C'est-à-dire qu'un patient normotendu peut élever de façon importante, surtout sur vélo, sa pression artérielle, mais ensuite en récupération, il la récupère rapidement, d'ailleurs avec un frein vagal qui peut être un petit peu marqué. Mmh. Par contre, et là c'est une étude intéressante qui avait vraiment montré la valeur pronostique de cette pression artérielle qui reste élevée à la 5e minute de récupération, avec un cut-off à 16,9. Et là oui, là c'est non seulement prédictif de l'apparition ultérieure d'une hypertension artérielle, mais aussi d'événements cardiovasculaires. Alors il faut reconnaître que cette valeur pronostique du coup indépendante, non c'est pas clair, d'une élévation tensionnelle élevée, que si on a un doute, on va faire une MAPA des 24 heures, mais il faut vraiment porter la tolérance tensionnelle, surtout sur vélo, au-delà des 200 mm de mercure, probablement 200, 250, 160. Et seul cas où on peut avoir besoin de cette mesure de pression artérielle parce qu'on ne souhaite pas, à ce moment-là, vraiment pour ces patients d'élévation tensionnelle, y compris à l'effort, ce sont des patients qui ont eu une dissection voilà, ou un anévrisme. D'ailleurs, qu'ils soient opérés ou pas, parce qu'on sait que sur la cicatrice, ça peut poser souci. Alors là, ceux-là, on a envie de les voir si, dans leur pratique sportive, et il faut essayer de se coller le plus possible à leur pratique, est-ce que la tension monte ou pas. Et pour les patients opérés, justement, comme tu abordes le sujet, est-ce que en post-opératoire d'un tube aortique, par exemple,
l'objectif c'est d'avoir simplement une tension artérielle correcte, bien équilibrée, ou est-ce qu'il faut fixer une limite de tension artérielle à l'effort? C'est une question qu'on se pose souvent. Oui, là en fait il n'y a pas de réponse dans les études et on va être plus sur des réflexions que l'on va avoir entre nous, en tout cas de consensus d'experts entre guillemets. Effectivement, on va dans ce cas-là être plus satisfait d'une élévation tensionnelle qui ne dépasse pas, y compris sur vélo, les 200 mm de mercure. Là c'est sûr qu'on ne va pas tolérer au-delà et ce sera pour peu que celle-ci soit bien tolérée, disons, le moment où on va avoir une augmentation, un renforcement du traitement. Oui, oui. Une dernière question. Alors la question ensuite qui va se poser, du coup on y vient de façon naturelle, c'est quel médicament? Finalement là il n'y a pas eu tellement de progrès depuis cette étude ancienne, là c'était Luc Van Is qui avait un petit peu comparé différents traitements antihypertenseurs. Alors, les bêta-bloquants diminuent la perception déjà des choses à l'effort, et là on le voit pour des patients qui n'étaient pas sous bêta-bloquants, qui se retrouvent sous bêta-bloquants et qui pratiquaient avant, qui poursuivent, et puis vont modifier pas tant la capacité que le ressenti, et peut-être quand même sur la durée, le temps de soutien. Et puis les diurétiques, alors les diurétiques vont modifier l'ionogramme, attention au sport d'endurance bien sûr, où là il y a des éléments de déshydratation. Et puis bêta-bloquants sont dopants pour certains sports de compétition de précision, et les diurétiques, eux, sont interdits en compétition parce que masquant les dopants. Et donc on a quoi? On a de façon neutre sur les performances et la capacité, les IEC, les ARA2 et les inhibiteurs calciques, bien sûr. Et donc, du coup, pour conclure, pourquoi l'activité physique fait partie de son traitement? Il y a un effet antihypertenseur. C'est, à mon sens, une monothérapie véritablement antihypertensive. L'exercice en résistance est recommandé, de nature isométrique en particulier, mais comme tu l'as dit, Muriel, effectivement, c'est intéressant de combiner, et le fait de combiner, on tient compte de ce que la personne souhaite faire, aime faire ou en situation, en capacité de faire, et donc bien sûr, à ce moment-là, on va améliorer l'observance, mais aussi la durabilité, le maintien dans le temps. Toujours respirer, apprendre la respiration, c'est probablement l'élément clé pour un patient hypertendu en particulier. En compétition, si tout va bien, pas de limitation, et puis sinon, au cas par cas, en fonction du contrôle tensionnel avec du retentissement d'hypertension artérielle. On préfère les IEC, les ARA2 et calciques, mais finalement, ça colle avec les recommandations de la Société française d'hypertension pour dire que c'est plutôt ces deux classes en priorité avant d'envisager les diurétiques ensuite, et bêta-bloquants selon certaines spécificités. Et le profil tensionnel d'effort, pas d'intérêt. Peut-être par contre la pression artérielle en fin de récupération. Merci beaucoup Philippe pour tous ces éléments très clairs. On aura sûrement l'occasion de revenir sur quelques points à la fin de cette session, puisque les participants, vous aurez tous l'occasion de poser des questions auxquelles on essaiera de répondre avec plaisir, je crois. Et on va donner la parole à Christophe pour nous parler des dyslipidémies chez les sportifs et de la combinaison dyslipidémie et sport. Alors les questions qu'on se pose souvent vis-à-vis de la dyslipidémie, c'est d'abord est-ce qu'il faut traiter une hypercholestérolémie limite, ou quelles sont les limites que l'on peut accepter chez les sportifs sur le plan de la dyslipidémie. C'est bien sûr le problème du traitement et des statines, à la fois de la tolérance, de l'efficacité. Donc Christophe va répondre à toutes ces questions. Bonjour à tous, merci de me laisser l'occasion donc en effet de parler de cette thématique sur cholestérol et sport. Alors pourquoi il est intéressant d'étudier cette relation entre sport et cholestérol? Premièrement, quel peut être l'impact finalement de l'activité physique sur les chiffres du bilan lipidique qu'on peut proposer? Quel est également l'impact que peut avoir le cholestérol sur notre pratique du sport, et notamment l'impact des traitements avec en effet l'impact des statines et la grande question des myalgies induites par les statines qui peut être éventuellement favorisée par l'activité physique. Alors quelques mots peut-être d'épidémiologie en premier lieu, même s'il n'y a pas vraiment de chiffres bien établis exactement du profil lipidique dans le domaine du sport, puisque le domaine du sport peut balayer à la fois l'activité physique chez monsieur tout le monde, mais également chez un sportif compétiteur par exemple qui va pratiquer le marathon,
mais également à l'extrême le sportif de compétition. Alors on sait qu'il y a de plus en plus de participants à des courses de marathon, souvent à des âges de plus en plus avancés. Donc certainement la prévalence de la dyslipidémie dans ce type de population n'est pas à méconnaître. Il y aura un intérêt au dépistage du bilan lipidique chez quelqu'un qui veut se lancer dans un marathon. Certainement, la prévalence de la dyslipidémie est un peu moins élevée que dans la population générale, en tout cas que la population sédentaire. Alors, est-ce que c'est lié uniquement à la pratique de l'activité physique, mais est-ce que c'est pas lié également aussi à toutes les règles hygiéno-diététiques et notamment du régime alimentaire qui souvent est accompagné avec l'activité physique, la pratique de l'activité physique? Alors, il y a une étude qui a regardé finalement la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires dans une population d'athlètes de haut niveau, puisque c'était des athlètes qui participaient aux Jeux Olympiques, donc sur une série italienne. Alors avec une définition qu'on peut débattre de la dyslipidémie, parce que la barrière du LDL cholestérol est fixée dans cette étude à 1,15 g par litre. On retrouvait un petit peu plus de 30% d'athlètes qui participent aux Jeux Olympiques qui avaient plus de 1,15 g par litre. Je pense que ce chiffre est un petit peu exagéré parce qu'en effet la frontière de la dyslipidémie est peut-être placée assez bas. Cependant, en tout cas, il faudra peut-être pas méconnaître une proportion qui est certainement non négligeable d'hypercholestérolémie familiale dans la population de sportifs, qui a priori n'est pas différente que la population générale. On dit qu'il y a environ une personne sur 200 à une personne sur 500 environ qui est porteur d'une hypercholestérolémie familiale. Donc il faudra, je pense, être vraiment très vigilant. Si vous avez un sportif qui vient vous voir pour réaliser un test à l'effort, je pense que la première question avant de le mettre sur le vélo, c'est déjà est-ce qu'il a eu l'occasion de contrôler son bilan lipidique, notamment s'il y a eu un antécédent familial cardiovasculaire au premier degré à un âge jeune. Ce n'est pas forcément des chiffres auxquels on s'attend. On est chez des sujets jeunes et on est assez surpris de cette prévalence. Athlètes des Jeux Olympiques, ça ne veut pas dire forcément des athlètes qui pratiquent des disciplines d'endurance. Il y a également des haltérophiles avec des consommations peut-être excessives au niveau alimentaire, au niveau de jeunes d'œufs par exemple, qui peuvent éventuellement aussi expliquer ces chiffres. Alors on peut se poser également la question, quels vont être les effets de l'activité physique sur le cholestérol? Alors le message positif, c'est que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'avec la pratique de l'activité physique, alors dans la plupart des séries qui ont étudié cet effet, c'est plutôt sur des activités physiques d'endurance. Il y a quelques papiers également sur les sports plutôt de résistance, mais il y a un effet donc qui va être bénéfique. Alors il n'y a pas vraiment d'effet dose-réponse qui a été établi. Néanmoins, on recommande par exemple pour la course à pied, de courir au moins 12 km par semaine pour avoir déjà un effet sur les chiffres lipidiques. Donc quels sont ces effets? 5 à 50% au niveau des triglycérides, il y a une baisse de 5% du LDL cholestérol et une augmentation donc du HDL de 5 à 10%. Donc ce sont plutôt des effets positifs, mais qui restent quand même néanmoins, il faut bien l'avouer, assez modestes, notamment quand on compare ça avec par exemple des traitements par statine. Néanmoins, il va y avoir des effets de l'activité physique sur le bilan lipidique qui ne vont pas forcément se manifester au niveau de la prise de sang qu'on réalise classiquement, mais des effets bénéfiques avec une fraction de LDL cholestérol des petites vers des protéines un peu plus denses, donc des particules LDL plus grosses, et également une baisse de l'oxydation des LDL quand on sait que c'est justement ces LDL oxydés qui sont athérogènes. Donc là, il y a vraiment un effet positif de l'activité physique également de ce côté-là. Alors c'est vrai que l'activité physique donc, a des effets modestes et c'est vrai qu'il faut nuancer ça, que par exemple dans le cas de la prévention secondaire, si quelqu'un n'est pas l'objectif, il faudra évidemment toujours, je pense, l'encourager à la pratique de l'activité physique et pour ses effets bénéfiques d'une manière générale. Néanmoins, ça, je pense, suffira rarement à obtenir un objectif lipidique acceptable. Quand il s'agit de la prévention primaire, encore une fois, on encouragera également l'activité physique, mais si on est dans le cadre, par exemple, de l'hypercholestérolémie familiale, avec un bilan lipidique très mauvais, entre guillemets, notamment LDL cholestérol à plus de 2 grammes, je pense qu'il faudra dès le début insister que l'activité physique ne sera probablement pas suffisant et qu'il faudra probablement ajouter un traitement à tout cela. Néanmoins, les sociétés savantes et notamment l'ESC recommandent fortement la pratique de l'activité physique et notamment pour améliorer son bilan lipidique. Donc on recommande au moins 150 minutes d'activité physique à intensité modérée par semaine ou 75 minutes à intensité plus importante. L'activité physique permet une réduction des événements cardiovasculaires, vous le savez tous.
Qu'en est-il chez justement le patient qui a une hypercholestérolémie? On a exactement les mêmes effets, donc ce qui est plutôt rassurant. On a une baisse du risque relatif chez les patients qui sont porteurs d'une hypercholestérolémie, plus ils font de l'effort de manière intense et ils ont un niveau d'effort jugé en mètres important. Et alors ce qui est intéressant dans cette étude, dans cette grande cohorte de 10 000 patients, c'est que cet effet va être retrouvé que ce soit chez les gens qui prennent une statine ou qui ne prennent pas une statine. Donc finalement, vraiment, il y a une plus-value encore de l'activité physique, même chez les gens qui prennent une statine, le bénéfice sera encore plus important, avec une diminution du risque cardiovasculaire qui va être indépendamment de la prise de la statine ou pas. Et ça, je pense que ça sera donc toujours à rappeler à notre sportif qu'il y aura toujours une plus-value à la pratique de l'activité physique, qu'ils prennent la statine ou pas. Si j'ai 2 grammes de LDL cholestérol, est-ce que je risque quelque chose à faire une activité sportive? Alors 2 grammes de LDL, c'est un chiffre qui interpelle. Je pense que déjà, il faut avoir toujours en arrière-pensée en effet l'hypercholestérolémie familiale, alors notamment s'il y a un antécédent familial de cardiovasculaire prématuré au premier degré. Clairement, ça m'incite presque, peu importe l'âge, j'ai envie de dire, de faire un bilan cardiologique avant de s'engager peut-être sur des niveaux d'intensité importantes et des entraînements intenses et une compétition. C'est la première chose. Est-ce que tu demandes un score calcique? Est-ce que tu demandes des choses qui vont essayer de montrer déjà de l'athérome vasculaire? Ça va peut-être dépendre de l'âge et tous les cas sont particuliers. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés? Néanmoins, plus de 2 grammes, je pense que ça nécessite un bilan cardiaque approfondi, une évaluation du risque plus approfondie et en fonction de ce pourcentage de risque, une évaluation cardiaque plus ou moins, on va dire, approfondie. J'ai envie de dire au minimum un test à l'effort. Orienté. Orienté, au minimum un test à l'effort, voire j'irai plus loin, voire jusqu'à un coroscanner. Au moindre doute, il y a un risque cardiovasculaire particulièrement augmenté. Parce que je pense que derrière tout ça, le message, c'est que l'activité physique joue un petit peu sur le profil lipidique, mais pas que. Ça permet de corriger d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais ça a également des propriétés également cardiovasculaires intrinsèques, sans passer par les facteurs de risque, qui permettent d'augmenter, enfin de diminuer le risque. D'accord. Le message de cette diapositive, c'est que un algorithme proposé par l'ESC, alors qui évidemment est toujours à pondérer, et quand on a un patient en face de soi, savoir l'adapter à ce patient en question. Tout simplement, le premier message, c'est que peut-être qu'une évaluation exhaustive chez tout patient qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire n'est pas forcément utile, notamment s'il a un score de risque inférieur à 5%. Par contre, un patient qui a une dyslipidémie, et notamment une dyslipidémie importante, a automatiquement un risque score supérieur à 5%, et notamment s'il va vouloir s'engager sur des activités physiques de haute ou de très haute intensité, va devoir nécessiter un bilan cardiologique au préalable. Un patient qui vient vous voir pour un test à l'effort recommandé par son médecin généraliste n'a absolument aucun sens s'il n'a pas eu déjà au préalable un dépistage des facteurs de risque et notamment un bilan lipidique. Et je pense qu'on voit encore beaucoup de gens qui viennent pour un test à l'effort à 60 ans avant la pratique du marathon, mais on se rend compte qu'il n'a jamais eu de bilan lipidique qui a été réalisé au préalable. Ce qui fait que la prévalence de cette dyslipidémie est peut-être pas si négligeable que ça. Et peut-être qu'on la sous-estime parce que souvent, celui qui a l'habitude de courir 3 fois par semaine se sent invincible et il ne peut même pas penser qu'il a une dyslipidémie parce que de toute façon, il est sportif, il a une hygiène de vie irréprochable. Donc rien ne peut lui arriver. Et là, je pense que c'est bien de pouvoir rattraper ce type de patient et de rappeler à la raison que non, on peut avoir une hygiène de vie irréprochable, mais une dyslipidémie très importante, notamment d'origine génétique, et que clairement c'est pourvoyeur d'athérome, même si on fait beaucoup d'activité physique. Je voulais également évoquer un petit peu forcément la question des myalgies induites par les statines, qui est une question houleuse avec des proportions de myalgies induites par les statines qui sont très variables, comme vous le savez, dans les études, 7 à 29%, avec un mécanisme d'action qui va, vous allez voir, vite faire le lien avec le sport, puisque la statine va perturber le muscle au niveau de son homéostasie calcique, diminution de la fonction mitochondriale. Évidemment, on a besoin de nos mitochondries pour produire de l'énergie et donc faire de l'activité physique.
Donc quels sont ces facteurs de risque de myalgie induite par les statines? Il y en a plein que vous connaissez pour la plupart, mais est-ce que l'activité physique finalement en constitue un supplémentaire? Alors je mets beaucoup de points d'interrogation parce que c'est vrai que les études restent assez contradictoires. Beaucoup d'études ont essayé vraiment de faire un lien entre activité physique et statine. Certaines ne montrent pas de modification au niveau des enzymes musculaires, certaines montrent une petite augmentation, certains augmentent la proportion d'avoir des lésions musculaires, mais ce n'est pas retrouvé. Je pense que ça dépend surtout de la méthodologie de ces études. Certains ont fait simplement des tests à l'effort incrémentaux sur 10 minutes, d'autres ont dosé les CPK après un marathon. Évidemment, ça n'a pas la même intensité au niveau musculaire et donc c'est pour ça que ça explique un peu ces résultats contradictoires. Donc j'ai essayé de faire une petite synthèse finalement moi de ce que j'ai retenu comme étant le plus pertinent sur cette question de myalgie induite par les statines et est-ce que ça peut être favorisé par le sport. Déjà, je pense que le premier message clé, si vous avez une indication de mise en route d'un traitement par statine chez un sportif, ça ne sera pas forcément incompatible. Et je pense que ça sera le premier message à notre sportif. Il faudra le rassurer. Ce n'est pas systématique non plus. Donc ça méritera en tout cas d'être essayé. Et je pense que là, il faudra vraiment, en tout cas, par contre, prévenir en amont pour pas que le sportif soit déçu derrière si vous ne l'avez pas prévenu qu'il risquait d'avoir ce type de symptômes. En fait, la problématique qu'on a souvent, qu'on rencontre tous, c'est la nécessité d'avoir un pouvoir de persuasion très important dans cette population particulière des sportifs, parce qu'ils ont presque tous déjà leur idée construite sur les statines, qui sont des médicaments qui, malheureusement, dans la population générale, gardent une mauvaise presse. Et c'est vrai que là, il y a un gros travail de pédagogie, parce qu'il y a souvent une crainte très importante chez les sportifs. Quand on prononce le nom de cette famille de médicaments, c'est souvent compliqué à faire accepter. Je pense que ça fait partie d'un temps qui est indispensable à la consultation, notamment si vous avez un sportif en face et que vous commencez à initier une statine. Je pense qu'il faut prévoir 10 minutes consacrées à cette thématique-là pour favoriser l'observance, parce que sinon je suis convaincu qu'au bout de 5 jours, elle est déjà arrêtée. Hein. On a le même problème avec les patients hypertendus et leur traitement. Qu'est-ce que tu utilises pour motiver ce sportif à prendre son traitement pour l'hypertension ? Oui, c'est particulièrement complexe quand on sait qu'au mieux, un tiers seulement des patients hypertendus prennent leur traitement. Donc c'est assez incroyable. Population lambda. Exactement. Il faut effectivement en discuter, donner des repères, rassurer, notamment sur les effets secondaires, ça c'est important, et là ça se rejoint complètement. Avoir aussi des objectifs pour certains patients mesurables, certains y seront sensibles, donc l'automesure ou sur la biologie, d'autres ne le seront pas, donc savoir identifier cela, et puis ne pas lâcher, garder ce discours, un petit peu le cap, ce discours cohérent, et bien sûr ne pas lâcher sur quoi? Sur le fait que soi-même, on est convaincu du bénéfice en termes de santé. Il faut absolument que le patient l'acquiert, cette conviction en quelque sorte, c'est sa santé. Alors l'activité physique, c'est intéressant parce que là, on est dans le cas, l'activité physique, où il ne peut pas y avoir de défaut de connaissance quant à l'observance ou pas. Ça se voit ou pas, on le sait, la personne pratique ou pas. Et là, du coup, quelque part, on peut se dire, alors, du coup, c'est difficile l'observance. Je pense qu'en fait, elle n'est pas si mal. Un bon témoin. Mais elle est visible. Oui. Exactement. Et quelqu'un qui va être bien observant à sa pratique sportive et qui va en ressentir le bénéfice, on va l'encourager, petit à petit, va tout mieux faire. S'il fume un peu moins, on va voir, mais va mieux prendre ses traitements aussi, probablement, va un peu moins grignoter, etc. Donc, gardez cette cohérence. Et est-ce que pour tous les deux, dans les mêmes cas, vous pouvez proposer à vos sportifs de faire une fenêtre, comme on voit d'ailleurs sur ta diapo, de faire une fenêtre dans le traitement à l'occasion d'une course, ou à l'occasion d'une compétition un peu longue, aussi bien pour la statine que pour le traitement d'hypertension? Pour la statine. Pour la statine, j'ai personnellement jamais eu l'occasion de le proposer et d'en vérifier si ça avait des effets, mais c'est vrai que certains auteurs proposent un saut de prise. Je reste un peu dubitatif vis-à-vis quand même du métabolisme de la statine au niveau des effets musculaires, qui à mon avis persistent quand même. Les gens qui ont des myalgies sous statine, en général, ça met au moins 2 semaines à régresser. Donc alors est-ce qu'il faudrait faire un saut de prise de 2 semaines? Est-ce que ça devient du coup est-ce que c'est pas une perte de chance quand même au sujet sur le long terme de faire plusieurs sauts de prise de 2 semaines au cours d'une année?
Donc je n'ai pas la réponse absolue, mais certains auteurs le suggèrent comme étant une possibilité. Je pense qu'il faut qu'on soit très transparent sur les effets secondaires, qu'on rassure sur le réel pourcentage d'effets secondaires, qu'on ait en tête aussi toutes les études statines contre placebo, ou dans les groupes placebo, il y a des myalgies aussi. Et donc, c'est pas pour... Enfin, il faut vraiment écouter les gens, mais il faut vraiment leur expliquer et leur dire que voilà, un traitement pas supporté pourra être remplacé par un autre, que voilà, on est à l'écoute des effets secondaires éventuels. Après, quand on est en prévention primaire, moi, l'idée d'interrompre la statine quelques jours, ça me paraît tout à fait recevable et peut-être un bon signal envoyé aux sportifs en disant voilà, vous vous adaptez à votre maladie, vous prenez votre traitement, moi je m'adapte à ce que vous souhaitez faire. Et j'imagine que la prise de risque n'est pas très importante. On se posera peut-être plus de questions sur une interruption de traitement antihypertenseur. Cela va dépendre plutôt de la pratique et du contexte de pratique. Si on est dans une situation où la personne va être déshydratée sur des efforts prolongés, d'autant plus si on va sur des courses longues et encore plus courses ultra, et puis, ou bien dans un contexte parce qu'il fait très chaud par exemple, et à ce moment-là, oui, on n'hésitera pas à voir avec notre patient pour qu'il interrompe certains traitements. Ça peut être les bloqueurs du système rénine-angiotensine, peut-être 2 jours avant. Tout ça va dépendre de ces modalités de pratique et puis aussi de la manière dont il s'approprie cela. Il faut qu'il soit relativement autonome et à l'aise avec cela. Mais oui, parce qu'il est clair que sur un effort prolongé, si on a une déshydratation, l'hydratation n'est pas toujours simple, on peut à ce moment-là, à cause du traitement, induire là une iatrogénie qu'il faut absolument éviter. Au niveau des objectifs, on est d'accord qu'on garde les mêmes objectifs en prévention secondaire et en prévention primaire que ce que l'on fait dans une population normale. Très bonne question. C'est vrai que le risque score qu'on calcule en fonction du niveau de cholestérol, que si on est une femme ou un homme, que si on fume ou pas, et de nos chiffres tensionnels, est-il vraiment le même chez un patient sportif et un patient sédentaire? Autrement dit, on ne prend pas en compte l'activité physique dans le risque score. Sur quel message clé, je pense, c'est important de retenir qu'il y a des effets positifs de l'activité physique sur le bilan lipidique, mais ça reste des effets qui restent très modestes et qui, à mon avis, suffisent rarement à être l'objectif chez quelqu'un qui a vraiment un niveau de cholestérol élevé. Néanmoins, il y a toujours un bénéfice à faire de l'activité physique et ça, il faudra toujours le rappeler à nos patients et c'est vrai, même chez les gens qui ont une hypercholestérolémie. Toujours distinguer sujet en prévention primaire et secondaire où évidemment les chiffres d'objectifs sont moins drastiques et très souvent peut-être que l'activité physique sera suffisante dans le cadre de la prévention primaire. Attention néanmoins à l'hypercholestérolémie familiale où le bilan lipidique est en général tellement augmenté que l'activité physique ne sera pas suffisante et il faudra probablement proposer un traitement et donc il faudra toujours prévenir notre patient sportif. Le sport ne substitue pas au traitement mais doit toujours être encouragé. Alors attention, la statine, ça ne reste pas non plus une protection absolue, il faut le rappeler à nos sportifs, il y a quand même 30% d'infarctus qui sont sous statine dans la population générale. Et il faudra en effet prévoir un temps dédié à la consultation sur si vous avez à initier une statine à votre sportif. Sinon, il reviendra, il vous rappellera au bout de 10 jours et il faudra vraiment consacrer du temps à lui expliquer le risque, mais également les bénéfices. Et en tout cas, toujours lui rappeler que sa sécurité passe au-delà de ses performances et que le sport entraîne toujours un bénéfice cardiovasculaire. Quand on va parler du tabagisme, facteur de risque cardiovasculaire très important, d'abord parce qu'il va toucher des gens plus jeunes, parfois, donc encore plus de sportifs. Dans les idées reçues, c'est pas parce qu'on est sportif, qu'on fait du sport, qu'on a une hygiène de vie parfaite. On a un bon pourcentage de sportifs, éventuellement de haut niveau. Je retiens la diapo là, sur les sportifs olympiques, la série italienne. C'était 10% des sportifs olympiques qui déclaraient être fumeurs. Et quand on fait les études plus objectives, quand il y a des dosages de cotinine, dérivés de la nicotine, on s'aperçoit que la prévalence du tabagisme est élevée, notamment dans certains sports. Donc là, peut-être, on peut faire une différence entre les sports collectifs ou les sports individuels où le sportif va être plus attentif à sa propre performance et peut-être à sa propre hygiène de vie. Les sports qui sortaient dans les valeurs les plus élevées, c'était principalement des sports dits explosifs, individuels. Beaucoup les sports de glisse ou des sports de combat. On en retrouvait bien entendu beaucoup moins chez les grands endurants. Et on en avait pas mal aussi dans les sports mixtes. On a toujours l'impression que les joueurs, après le match, refont le match sur le parking avec la cigarette, voire à la mi-temps.
Oui, alors l'effet, troisième mi-temps. Il y a beaucoup de différences selon le sport impliqué avec les rituels, ces choses-là. La prévalence est plus importante dans les sports collectifs, comme vous l'avez dit, et notamment les sports contact, les sports où il y a une prise de risque. Comme si, alors il y a plusieurs explications, dont ce goût à la prise de risque, dans le sport qu'on retrouve aussi dans les comportements. Et puis après, dans le collectif, bien sûr, il y a l'effet de convivialité autour de certains produits, dont la cigarette. Le sujet, c'est le tabac, mais il n'y a pas que le tabac qui entre en ligne de compte chez les sportifs. Le sportif fumeur aura plus souvent tendance à consommer également du cannabis ou d'autres substances dopantes. Est-ce qu'on a une notion d'âge? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a parmi les plus jeunes la plus grosse partie de fumeurs? Est-ce que c'est les femmes, les hommes? C'est dans le sport amateur. On avait fait une enquête régionale déclarative où on retrouvait un quart de fumeurs de 12 ans jusqu'à arrêt de la pratique. Vous voyez, 25% que l'on soit joueur, entraîneur ou arbitre. Et avec des comportements à risque, parce qu'on s'aperçoit, comme on voit sur cette diapo, que les fumeurs, c'est très souvent dans les 2 heures avant et 2 heures après aussi, ils n'interrompent pas cette consommation de tabac. Beaucoup d'entre eux, et là, ça rejoint le problème de l'âge, quand on est jeune, on pense ne pas être à risque quand on se met à fumer, y compris dans les 2 heures avant, 2 heures après. Ce qui est encore plus dramatique comme notion, ce qu'on avait mis en évidence, c'est que les entraîneurs et les arbitres fument avant-après. Ils ont un rôle de modèle, et puis il y a le problème du tabagisme passif. Dans les 2 heures avant, 2 heures après, ils sont avec le groupe. Heureusement, on ne fume plus dans les bus ni dans les vestiaires. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en plus, c'est qu'à 3 ans, vous voyez, d'intervalle, on avait reproduit un peu la même enquête, et on s'est aperçu comme en France, nos sportifs amateurs, nos rugbymen amateurs ont moins fumé, seulement les garçons. Et ça n'a absolument pas baissé chez les joueuses. Et c'est ce qu'on retrouve dans la population française. Dans quel sport? Toujours rugby régional. Vous voulez nous parler aussi, je crois, de la survenue des infarctus pendant le sport? On a un registre régional des infarctus et dedans on s'est intéressé depuis 10 ans maintenant aux infarctus qui surviennent pendant la pratique sportive ou dans l'heure qui suit. On a une cohorte 180 patients, on s'aperçoit que les facteurs de risque, ils sont, merci d'avoir choisi ces 3 sujets. On voit que ce sont les facteurs de risque les plus souvent rencontrés, avec en gros 3 sur 10 fument ou ont une dyslipidémie ou une hypertension artérielle. Et dedans, il y a quelques cumulards. Donc là, c'est une activité sportive de loisirs, de compétition. C'est une moyenne d'âge qui est particulière, c'est 58 ans. On ne se retrouve pas dans une population d'athlètes olympiques. Les extrêmes allant de 21, et ce n'était pas athéromètre, à 90 ans, nos infarctus. Ce qui est important, c'est de voir que la proportion est retrouvée élevée chez les hommes comme chez les femmes, et que cette proportion, comme en population générale, l'infarctus lié au sport, c'est l'impact est le plus important chez le jeune. Enfin, quand on dit l'infarctus lié au sport, en l'occurrence là, c'est plutôt au tabac qui est lié oui, infarctus survenant pendant le sport. Mais voilà. Pendant le sport. Le timing n'étant pas la causalité. En sachant qu'avant 50 ans, dans la population à parier, on était à plus de 70% de fumeurs. Mais le sportif, globalement, notamment dans cette population de 58 ans environ, a normalement une hygiène de vie meilleure. On retrouve d'ailleurs les autres facteurs de risque, on les retrouve à des chiffres moindres que ce qu'on retrouve chez les non. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, dépendamment du sport. Il y a une correction globale des habitudes de vie chez une personne qui a plus de 50 ans, qui se rend compte que, bon, il fait de l'activité physique, mais il va aussi surveiller sa tension, il va surveiller son cholestérol plus facilement que quelqu'un qui en a 30 ou 40, qui va jouer et sans se soucier du reste. Et là, on se retrouve principalement avec des activités de type endurance où, dans la population, on a moins de fumeurs. Le mécanisme du tabagisme chez le sportif, il est bien, il n'est pas bien, dans quelles circonstances? Bon, c'est cette diapositive classique des multiples composants nocifs du tabac. Je propose qu'on la retrouve partout, donc on va passer très vite.
Sur cette diapositive, un travail de Benowitz, il y a 3 principales classes de composants. Il y a les particules fines, les composés oxydants. Ça va générer de l'inflammation et de la dysfonction endothéliale. Il y a le monoxyde de carbone, bien entendu, qui va diminuer les apports en O2. Et puis, il ne faut pas oublier que la nicotine, ce n'est pas qu'un agent addictif, c'est un agent qui a une action hémodynamique. Donc élévation de la fréquence, élévation de la pression artérielle. Oui, et aussi inflammation, dysfonction endothéliale. Donc cette nicotine qu'on néglige parfois, qu'on voit uniquement sous le cadre de l'addiction, est aussi très importante pour le sportif. Elle a un impact notamment, là, ce sont des sprays de nicotine comparés à l'effet d'une cigarette fumée, sur cette diapositive. Très rapidement, là, vous voyez sur cette diapositive une courbe de Holter et on voit la 3e flèche, la plus importante. C'est un hockeyeur. Sur son Holter, il vient de prendre du snus, alors que les 2 flèches avant, c'était simplement, entre guillemets, de la chic. Ce qui est déterminant dans cette consommation de tabac non fumé, qu'on retrouve beaucoup dans le sport de glisse, les sports de glisse, dans le ski, le bobsleigh, mais aussi dans des sports comme la lutte. Ça descend de Scandinavie. Avec un effet recherché, vous voyez, c'est la 3e partie du diagramme de bas. On a un relatif pic, c'est important parce que ça permet de court-circuiter l'effet de tolérance de la nicotine. C'est-à-dire que d'emblée, on se retrouve sur l'effet addictif et hémodynamique, et ça va persister quelques heures, donc le temps d'une compétition sportive. Et en fait, ce que tu dis, c'est que ça s'adresse plutôt, ça concerne plutôt un profil de sportifs qui sont plutôt dans les sports entre guillemets à sensations fortes et à émotions importantes. Oui, tout à fait. Mais on en voit apparaître chez, j'ai des témoignages de footballeurs professionnels. Les gardiens en prendraient, au moins certains. Des handballeuses aussi en prennent. D'accord. On ne va pas donner de nom et on va continuer. Il n'y en aura pas. Pour conclure sur l'effet de la nicotine et de la performance, ce n'est pas par hasard, c'est pas seulement sociétal que les sportifs prennent de la nicotine. Ils cherchent toujours un effet sur la performance. Il ne faut pas hésiter à leur dire que la plupart des effets sont défavorables, que ce soit la thermorégulation, les seuils, la performance anaérobie est moins bonne, la force est moins bonne sous nicotine. Alors bien sûr, il y a des effets favorables, notamment tout ce qui est anxiété, ça peut être aussi le contrôle de poids. Alors pour finir sur un point positif, effectivement le sport c'est un milieu éducatif, donc qu'est-ce qu'on fait auprès des jeunes et des sportifs en général pour essayer d'améliorer cette addiction ? Alors c'est effectivement très important déjà, quel que soit le sportif, quel que soit son âge, ne jamais oublier de lui rappeler que ce n'est pas de faire du sport qui va lui faire éliminer les méfaits du tabac, comme des autres travers. Il y a bien sûr le club des cardiologues du sport, historiquement, qui avait lancé cette affiche, et notamment sur le méfait du tabac, sur lequel on ne reviendra pas. Sur le plan régional, suite à nos enquêtes, on a lancé en collaboration avec le club des cardio du sport, merci encore à vous tous, un affichage de 15 règles, à 15 on va plus loin, et avec notamment en position numéro 1, je ne fume pas, et notamment autour du sport, et avec une affiche spécifique sur le tabac, et une autre qui est, entre guillemets, en gestation, comme on m'a fait reconnaître, c'est pas anodin de dire en gestation, où c'est une joueuse de rugby qu'on voit courir avec son ballon. Et surtout, on fait, en plus, toutes les journées sécurité, pour les entraîneurs, les arbitres, on leur parle du tabac, notamment, ne soyez pas le mauvais exemple, entre guillemets, chez les jeunes. C'est important de souligner tous ces efforts de pédagogie, parce que le plus important, c'est ce qu'on peut faire pour que les jeunes ne démarrent jamais leur addiction tabagique. Et donc la pédagogie, il faut la faire partout, à l'école, dans le sport. Et c'est vrai que dans le sport, il y a vraiment un rôle très important. Merci beaucoup au Club des cardiologues du sport d'avoir organisé cette session commune avec le GERS. Merci à vous de l'avoir suivi. Et donc on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Bien, alors on va essayer de répondre le plus succinctement et puis le plus correctement possible aux questions. La première question, qui est une question un peu générale sur la durée de formation d'un étudiant en médecine en 2e cycle sur la prescription d'activité physique. Eh bien que ça soit très important, la prescription d'activité physique, il n'y a pas, semble-t-il, de formation vraiment
des étudiants en médecine. Il y a certaines facs où il y a des projets optionnels, mais il n'y a pas vraiment de formation. À côté de ça, il y a des DU de prescription de l'activité physique. Puis il y a aussi le DU de réadaptation cardiaque où vous aurez beaucoup de conseils sur la prescription de l'activité physique. Mais malheureusement, il n'y a pas dans le cursus classique d'un étudiant en médecine, qui soit en médecine, ce genre de prescription, ce genre de formation. Alors dans les questions sur l'hypertension artérielle, pour Philippe, notamment sur les risques pour les plongeurs et le risque d'OAP d'immersion, d'œdème pulmonaire d'immersion chez les hypertendus. Alors c'est vrai que la plongée sous-marine, c'est quand même un environnement particulier, notamment avec des régimes de pression qui vont être différents et augmenter en fait en fonction de la profondeur. Ce qui est clair, c'est que dans tous les cas, l'HTA doit être contrôlé. À la limite, encore plus que quand on n'est pas sous l'eau, on va dire. On n'a pas le droit à l'erreur. Et puis attention aussi au traitement, on peut penser aussi, ne serait-ce sans aller être exposé à l'œdème pulmonaire lié à la plongée, simplement par l'immersion de la face, en fait, entraîne cette différente température, une hypertonie vagale, et qui peut être accentuée par un traitement bêta-bloquant, par exemple. Donc attention à cela. Maintenant, au-delà du sport subaquatique, le sport aquatique, lui, est intéressant, par contre, puisque là, au contraire, on a un retour veineux facilité. En fait, on va avoir une hypersécrétion de facteurs natriurétiques artériels qui va avoir une petite action diurétique et antihypertensive, qui va se rajouter, se potentialiser avec l'effet bénéfique de l'activité physique dans ces conditions, que ce soit d'ailleurs en natation, mais aussi ou en vélo stationnaire, comme l'aquabiking. Très bien. Il y a une question aussi sur l'hypertension avec atteinte des organes cibles, c'est-à-dire si tu as un patient qui est donc à haut risque ou à très haut risque hypertendu, quel sport on peut lui laisser faire, bien qu'il ait une atteinte de l'organe cible, des organes cibles. Quels organes cibles d'abord pourraient être Alors oui, tout à fait, quels organes cibles? Alors déjà, si on est au stade de la pathologie avérée, que ce soit un antécédent d'AVC, d'infarctus du myocarde, une insuffisance rénale sévère, là on est quand même sur une atteinte effectivement artérielle sévère. Après, on peut avoir des éléments un petit peu moindres, on va dire, s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, par exemple, une vitesse de l'onde de pression augmentée, c'est-à-dire une rigidité artérielle accrue, là c'est un petit peu un niveau moindre. Dans ce cas-là, tous les sports sont possibles, on va dire. Par contre, on va, pour les sports qui requièrent une intensité élevée, les limiter en termes d'intensité et contre-indiquer les compétitions. Donc c'est dans la classification des sports des recommandations européennes, les sports qui sont mis en rouge, en fait. Et donc là, en fait, on va avoir des limitations en termes de compétition, mais aussi d'intensité pour ces sports dont la composante est déjà intense, et d'autant plus si c'est la composante, on va dire, en résistance statique qui est importante. Et j'en reviens un petit peu sur ce que l'on a dit tout à l'heure, hein, c'est l'importance de la respiration. C'est difficile de contre-indiquer un sport. C'est pour ça que je pense qu'aucun n'est vraiment contre-indiqué. Par contre, il va falloir, dans ce cas-là, en contrôler la pratique et l'intensité. Alors une dernière question peut-être sur l'hypertension artérielle. Question posée sur un sujet jeune qui aurait une hypertension artérielle secondaire à une sténose de l'artère rénale. Quels conseils peut-on lui donner en matière de pratique sportive? Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières? Alors, dans ce cas-là, on est effectivement sur une HTA secondaire. Maintenant, cette sténose, est-ce qu'elle peut être traitée ou pas? Si elle est traitée, on peut espérer à ce moment-là un contrôle de l'hypertension artérielle. Maintenant, même si l'hypertension artérielle n'est pas bien contrôlée, pas de limitation pour peu que la pression clinique soit à moins de 160 mm de mercure, par exemple. Et puis ensuite, au-delà, oui, là, attention, il va falloir quand même essayer de contrôler, puisque ce n'est pas tant l'effet anti-hypertenseur de l'activité physique que le fait de contrôler malgré tout au bout du compte l'HTA et par les bons médicaments. Mais la spécificité de la sténose artérielle rénale par rapport à l'activité physique, je n'en vois pas particulièrement, sinon que ce peut être une cause traitable, curable de l'HTA. Merci. Merci. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait dans les questions. Sur
l'HTA tabac dans les sports extrêmes, type parachute. Tu vois, tu auras tout eu, la plongée, le parachutisme. Alors, sport extrême, on se retrouve là aussi, comme on dit, dans un milieu d'activité, de pratique dit hostile, donc sous l'eau ou en l'air. Donc effectivement, il faut aussi que la pression artérielle, l'HTA, soit contrôlée de toute façon dans ces pratiques. Là aussi, on a effectivement des variations de pression, des variations aussi des niveaux de stress aussi. Et donc il faut tout simplement que l'HTA soit contrôlée pour autoriser en toute sécurité ce genre de pratique. Juste une petite remarque, pardon. Sans prie. Non, ensuite, en termes de traitement, il peut y avoir des modifications des effets des médicaments par une pratique en très haute altitude, mais là, on est quand même sur des cas très particuliers. Et donc, juste, voilà, il y avait une dernière question sur le saut de prise de traitement antihypertenseur en cas d'entraînement en contexte de chaleur intense, mais ça a été, enfin, tu avais bien expliqué pendant la présentation, et donc, pour redire très brièvement, le but, c'est d'éviter la déshydratation et de ne pas hésiter à sauter la prise d'IEC ou d'ARA2, sous réserve que l'hypertension artérielle soit par ailleurs bien contrôlée, en accord avec le sportif. Et exactement, c'est vraiment en discussion entre le praticien et le sportif, bien sûr. Très bien, merci. Donc on va passer au sujet sur les lipides. Et donc il y avait une question qui était posée par Jérémy Josso sur quid du LDL oxydé grâce à l'activité physique. Il nous a parlé de l'augmentation du HDL, de la baisse du LDL. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le LDL oxydé? Il y a quelques données, en effet. Alors, bon, ce n'est pas un dosage qu'on réalise en pratique quotidienne, donc je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment nous intéresser pour la pratique quotidienne, mais néanmoins, il y a des études qui ont montré que l'activité physique, sur le long terme en tout cas, faisait baisser cette fraction de LDL oxydé, et donc ce sont ces LDL oxydés qui sont les plus athérogènes, donc ça a plutôt un effet favorable. Maintenant, la question que je me pose, et là je n'ai pas la réponse, c'est au décours immédiat d'une activité physique, la proportion de LDL oxydé peut-être elle serait augmentée au décours immédiat, mais sur le long terme, en tout cas, elle est plutôt abaissée. Il y a une question sur la nutrition. Concernant le cholestérol, les régimes adaptés font baisser le taux de LDL de combien par rapport à la combinaison activité physique et statine, ou alors par rapport à l'activité physique et par rapport aux statines? Et c'est un peu le nœud du problème, parce que c'est vrai que dans la plupart des études, souvent on combine les deux, c'est-à-dire régime alimentaire et activité physique. On parle de règles hygiéno-diététiques. Donc faire la part des choses, justement, est assez compliqué. Néanmoins, dans la plupart des études où ils se sont vraiment concentrés sur l'activité physique, c'est les chiffres que je vous ai donnés, 5% environ donc, de baisse du LDL cholestérol et 5 à 10% d'augmentation du HDL. Alors, il y a une question également sur la tolérance des statines, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il est utile de complémenter avec du coenzyme Q10 le patient pour qu'il ait moins de myalgie? Alors le coenzyme Q10, je ne crois pas que c'est montré d'efficacité dans la population générale, de supplémenter pour éviter donc, ces myalgies induites aux statines. Je ne pense pas qu'il y ait de données spécifiques dans la population de sportifs, mais j'aurais envie d'étendre en disant que ce n'est pas forcément recommandable, puisque ça n'a pas été démontré en tout cas que ça puisse améliorer ces myalgies liées aux statines. Et tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais dans le choix des statines qui pourraient être faites, est-ce que si quelqu'un a justement ces myalgies, on peut peut-être lui proposer d'autres traitements? On parle surtout là de la prévention primaire. Hein. Oui, en prévention primaire, c'est certain que peut-être de faire une période de wash-out, déjà pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une myalgie aux statines. On a quand même souvent des surprises, finalement on se rend compte qu'on avait mis, le sujet sportif a vite mis sur le compte des myalgies sur le compte des statines, et en fin de compte il garde des myalgies, donc on peut remettre en doute ce diagnostic. En tout cas, si le diagnostic est avéré, c'est vrai que je pense que l'ézitimib a toute sa place, surtout dans la prévention primaire, et peut être suffisant dans la grande majorité des cas, donc là je pense que c'est une alternative thérapeutique intéressante. Il y avait toujours aussi une question sur le cholestérol, qui était, on peut peut-être revenir... Oui, c'était les objectifs. Les objectifs restent, on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure, mais les objectifs restent les mêmes que dans une population normale, non sportive?
Au jour d'aujourd'hui, on est obligé de se contenter des recommandations des sociétés savantes et des mêmes objectifs. C'est vrai que je regrette, moi, quand dans l'évaluation d'un risque d'un patient, qu'on ne tienne pas en compte justement du degré de pratique d'activité physique. Et donc peut-être qu'en tout cas en prévention primaire, moi intellectuellement parlant, en tout cas ça me fait réfléchir et je me dis peut-être que je serai moins agressif chez quelqu'un qui pratique de l'activité physique en prévention primaire. En prévention secondaire, j'aurais peut-être un discours un peu plus nuancé en disant qu'il faut respecter les objectifs goutte que goutte. Alors ça fait une magnifique transition avec une question qui est existe-t-il des études qui évaluent le temps passé par le cardiologue à promouvoir l'activité physique lors d'une consultation? Alors, on est dans une journée de cardiologie du sport, donc ici, je pense qu'on est tous tellement convaincus qu'on y passe beaucoup de temps. Et j'imagine que ce genre de réunion permet de diffuser plus largement le message. Après, je ne connais pas d'études sur la question. Et c'est vrai que plus on est sensibilisé et plus on est soi-même sportif, plus on va être convaincant, je pense, et plus on va y consacrer du temps. Et pour faire le lien avec le tabagisme, qui va être notre troisième sujet, une étude qui a été faite très récemment sur le comportement des cardiologues par rapport au tabagisme en général, et où on peut être un petit peu déçu. Quand même, les résultats n'étaient pas très très bons et le temps passé n'était pas forcément excellent. Alors, sur les questions qui sont faites au niveau du tabac, donc je n'ai pas vu de choses particulières. On revient là, je vois à nouveau sur l'hypertension, mais on va continuer avec le tabac parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Tu nous as parlé donc du tabagisme, on va dire fumé. Qu'est-ce que tu peux nous dire du tabagisme non fumé? Oui, si les sportifs vont au tabac non fumé, c'est au moins pour certains d'entre eux, même s'il y a une notion culturelle, mais au moins pour un certain nombre, c'est de ne pas souffrir des effets délétères du tabac fumé, notamment au niveau bronchique, bronchopulmonaire. Après, la forme de tabac non fumé va compter. Il y a une absorption extrêmement rapide et il cherche le pic de nicotinémie qui est important pour tous les effets, notamment psychotropes, mais les effets cognitifs, gestuels, pour l'effet stimulant. Ils cherchent le pic et ça, ils peuvent l'avoir avec du snus, par exemple, plus qu'avec de la chic. Ils peuvent l'avoir avec la cigarette électronique, mais visiblement, ils n'y vont pas, parce que le pic va diminuer très vite, alors qu'avec le snus, il va rester longtemps, au moins le temps de la compétition. Ce qui est très, très important aussi à prendre en considération, c'est que la pharmacologie de la nicotine est extrêmement complexe. Sur le plan pharmacodynamie, on a des réactions polyphasiques. Et puis sur le plan de la pharmacocinétique, il y a un facteur qui découle de la pharmacocinétique, c'est la tolérance. C'est-à-dire que c'est le pic qui va créer l'effet pharmacologique. Est-ce que dans le sevrage tabagique, l'activité physique a un rôle important? Oui, bien sûr. Et ça permet, notamment, on peut avoir comme toujours des incitations plutôt que des interdictions. Et quand on arrive à sensibiliser les gens en disant vous allez mieux vous sentir, vous allez prendre moins de poids, vous allez regarder au bout d'une semaine, vous allez être moins essoufflé pour le même effort, on peut les appuyer, les aider. Il y a des études qui seraient en plus favorables, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y aura un petit bénéfice chiffré. Alors on va peut-être terminer sur ce mot de la fin. On vous remercie tous d'avoir assisté à cette session commune GERS et Club des cardiologues du sport. On vous remercie aussi pour vos questions et on vous souhaite une bonne fin de congrès.